Hello les amis, c'est Mitsu3D, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Autodesk Fusion, un tuto pour les nuls, pour les débutants, la découverte d'une bonne partie de l'ensemble des outils vous permettant de réaliser une bonne partie des pièces simples et basiques que vous pouvez faire chez vous pour réparer des objets. On se retrouve donc sur l'ordinateur pour vous présenter tout ça. Je tiens à vous alerter, attention d'abord, il existe maintes et maintes façons de faire pour modéliser une pièce. Je fais simplement que vous présenter les outils de base. J'espère que vous vous lancerez, j'espère que vous me ferez des retours sur mon groupe Facebook La Caverne de Mitsu 3D pour voir que ça a servi. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur. On se retrouve donc sur Autodesk Fusion et je vais vous présenter les fonctionnalités de base qui vont vous permettre pour vous débrouiller pour faire pas mal de petites pièces géométriques. Donc vous avez plusieurs icônes en haut, l'icône solide, surfacique, maillage, blablabla. Je vais vous présenter la partie la plus courante pour réaliser des petites pièces à la maison, c'est la partie solide. Pour commencer, donc vous avez les onglets ici qui vous permettent, une fois que vous avez créé vos esquisses, de créer des volumes. Mais d'abord, il va falloir commencer par les esquisses. Ici, vous avez la partie navigateur. C'est ici que va apparaître tout simplement les esquisses que vous allez créer, certaines vues, des plans de travail, les pièces, etc. Ici, une petite barre d'onglets, surtout vous permettant de vous déplacer dans l'espace, retourner autour de la pièce. Et ici, on va dire, c'est la barre temporelle, c'est les différentes actions de création d'esquisses ou d'extrusion de trous que vous allez faire dans le temps pour pouvoir revenir les corriger. En premier lieu, il va falloir donc créer une esquisse. Donc l'esquisse se trouve ici. On clique sur créer une esquisse. Une esquisse se crée sur un plan ou une surface. Donc ici, on n'a pas de surface, on n'a pas encore de volume 3D créé dans le logiciel, donc on sélectionne un plan. Je vais tout simplement sélectionner le plan XY de mon plateau pour construire une pièce vers le haut. Une fois que vous avez fait ça, les onglets ici, ils ont changé. On a créé, modifié, contrainte et les autres qui suivent. On va commencer par l'onglet créer qui va nous permettre de dessiner. On le développe. Vous avez différents onglets ici avec le nom de l'onglet, l'image qui correspond à l'action demandée. Pas tout le temps, hein. Par exemple, là, sur le rectangle, il n'apparaît pas parce qu'il est dans la deuxième page. Vous avez une lettre qui est le raccourci clavier pour faire appel à cette information, à cette action-là. Et les trois petits points vous permettent tout simplement de personnaliser la barre d'outils ou les raccourcis pour mettre ici, par exemple, ceux que vous utilisez le plus souvent. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai les lignes, j'ai les rectangles, j'ai les cercles, la symétrie et différentes choses. Donc, je vais vous montrer tout simplement, en premier, on va faire les différentes parties ici et comment ça fonctionne. Donc, la partie ligne, une fois que j'ai sélectionné ma ligne, vous pouvez voir que le petit logo représentant l'action en cours est accroché à côté de la souris et que j'ai une petite croix. La petite croix, c'est où je vais commencer. Quand on a un carré vert qui apparaît, c'est qu'on est accroché à un point. Donc ici, c'est la maille de la grille qui doit être du 1 cm d'affichage. Donc on va commencer par exemple pour l'accrocher au point de départ. Et donc je clique une fois, je me déplace. Vous avez la cote de longueur qui apparaît. Donc soit vous la rentrez manuellement, soit on peut la coter différemment après. Donc là par exemple, je vais vouloir un 100 mm de long. Une fois que j'ai rentré ma cote de longueur, elle est entre guillemets verrouillée. Il y a le petit cadenas qui est à côté et je peux rentrer après mon nombre de degrés. Donc soit je le fais avec la souris en bougeant autour, soit j'appuie sur la touche Tab pour pouvoir aller directement rentrer, par exemple, je veux un angle à 45 degrés ou je veux un angle à moins 45 degrés. Ah non, il prend pas 45, il prend pas le moins, donc il faut faire un 360. Ça fait un 315 degrés, voilà. Pour l'année tout en haut. J'aurais pu faire un 45 degrés. Il prend 45 degrés dans les quatre coins. Vous pouvez voir, il saute de 90 en 90. Je le veux à 0 degré. On part à l'origine, à l'horizontale, et j'ai plus tout simplement qu'à cliquer une fois sur Entrée. Et là, mon trait, il est placé.
Le trait suivant, je peux l'accrocher par exemple au début, à la fin. Je peux l'accrocher partout où on voit les petites parties apparaître. Et une petite info intéressante, pour le milieu, il apparaît la croix avec le petit triangle, le triangle qui indique la symétrie. Symétrie que l'on peut voir ici, qui est une fonctionnalité qu'on verra plus tard. Donc, par exemple, je peux accrocher un point ici et le monter par exemple vers le haut. Je peux enchaîner comme ça pardon, plusieurs traits jusqu'à fermer une zone où là, il va tout simplement s'arrêter. Si je continue, alors là, je ne me suis pas accroché, hop. Si je continue comme ça, vous voyez qu'à chaque fois que je clique, il me propose la petite coche verte. La petite coche verte, c'est tout simplement si je veux arrêter de tracer mon enchaînement de traits. Hop, il s'arrête là. Donc pour la fonction ligne, il n'y a pas besoin d'en montrer beaucoup plus, hein, c'est quelque chose d'assez simple. La fonction rectangle, le rectangle de base, donc je vais commencer dans le vide, je clique à un endroit, hop, je commence à l'étirer, j'ai ma longueur et ma largeur qui apparaissent. Je par exemple un rectangle de 90 par 20 mm, je tape 90, j'appuie sur Tab pour passer sur l'autre côte, je tape ma cote, j'appuie sur Entrée, mon rectangle, il est fini. Vous pouvez voir que quand on a une surface qui s'est créée avec un contour extérieur complètement fermé, elle apparaît en bleu ciel. Ça, c'est une information importante parce que c'est avec ça, après, qu'on va créer la partie 3D. Ici, par exemple, je ne peux rien sélectionner puisqu'on a des contours qui font ça, ça, et ici, on est ouvert. Le carré ici, il a été fermé. Si par exemple je fermais celui-là, hop, je reprends une ligne, je me crée un triangle et il va apparaître en bleu. La fonction rectangle, on revient dessus, a donc plusieurs possibilités de création. Donc le rectangle de base par deux points, où on clique le premier angle et le deuxième à l'opposé. En fait, on crée une diagonale et lui trace le rectangle autour de la diagonale. Les autres sont le rectangle 3 points, où on trace la première longueur. Par exemple, je veux un rectangle de 100 mm. Hop, je le trace par exemple à l'horizontale. Vous voyez le petit logo vert qui apparaît en dessous, qui est le logo de la partie horizontale. Je clique une première fois et après je l'étire pour faire sa largeur. Par exemple, 30 mm. Hop. Donc là, c'est une deuxième solution pour tracer le rectangle. Et la troisième qui est le rectangle par le centre. Je veux créer un rectangle donc, dont les diagonales passent par exemple par cet angle-là ou celui-là par exemple. Hop, je clique dessus et je l'étire. Après, c'est comme toutes les autres fonctions, je peux rentrer les cotes qu'il me faut. Donc là, vous pouvez voir sur ce rectangle, il me trace des traits en pointillés. Traits en pointillés qui sont des traits de construction qui ne ferment pas le volume. Vous voyez que les traits ici, là, m'empêchent, si je veux sélectionner le rectangle entier, parce que ce sont des traits qui sont pleins, m'empêchent d'avoir le petit triangle en un seul clic. Il me faut cliquer une fois sur cette surface-là et une deuxième fois sur cette surface-là. Alors que ces traits-là ne me les empêchent pas. Donc je vais prendre l'exemple, je veux tracer, hop, celui-là est un peu plus gros, je veux tracer le centre des diagonales ici. Je peux le faire évidemment avec les lignes en accrochant les angles. Hop. Là, j'ai donc tracé le centre de mon rectangle. Par contre, si je veux resélectionner mon rectangle, maintenant il est en 4 parties. Pourquoi? Parce que je suis en trait plein. Pour passer en trait de construction, vous sélectionnez un trait, vous sélectionnez l'autre en restant appuyé sur CTRL pour faire une sélection multiple. Et vous avez ici, dans la palette d'esquisse, donc si elle est masquée comme ça, vous appuyez tout simplement sur les deux petites flèches, et vous allez cliquer ici sur trait de construction. Hop, et là, il passe en trait de construction. Ce sont tout simplement des traits qui vous permettent de vous repérer. Par exemple, vous vouliez construire un cercle au milieu, c'est juste un point d'accroche pour une autre construction, on va dire solide. Ok, je vais donc vous effacer tout ça, je sélectionne tout, une petite touche supre, histoire de repartir un peu plus propre. Après la partie rectangle, on a la partie cercle. Je ne vais pas tous vous les faire. On va partir du cercle le plus classique, un cercle
par le centre. Je veux par exemple un cercle qui commence au centre de mon plateau. J'ai tout simplement, je trace le milieu et je lui donne le diamètre que je veux. Alors là, je vais vous montrer la partie cotation en même temps parce que c'est l'occasion. Je trace un cercle au pif, hop, et je vais aller chercher l'outil code d'esquisse ici, toujours raccourci D. Je le sélectionne, je sélectionne mon trait, c'est ma code d'esquisse et je veux qu'il fasse par exemple 30 mm de diamètre. J'appuie sur Entrée et donc ça c'est une code qui contraint mon cercle à 30 mm. Contraint, attention parce que suivant les contraintes qu'on impose sur un dessin, elles peuvent arriver à se contredire. Donc il va nous afficher à un moment donné, si on fait trop de contraintes sur un dessin qui n'est pas logique, qui ne sont pas logiques, ces codes vont nous afficher un message d'erreur parce qu'on impose une contrainte qui n'est pas réalisable. Donc ça c'est une autre partie, vous le verrez vous en dessinant. Donc dans la partie cercle, je vous les montre pas tous, un cercle par 2 points où on trace 2 extrémités par 3 points. Bon, le plus courant clairement, c'est celui-là. Après, vous avez la partie arc. Alors ça, perso, en dessin, on va dire standard, je m'en sers pas énormément. On trace tout simplement. Je veux par exemple une longueur de 20, comme ça. Un arc qui va relier 2 points d'une distance voulue. Voilà, clairement, l'utilité, moi, j'en ai jamais eu le cas, je crois. Et tous les autres. La partie polygone, ça c'est pareil, je l'ai très rarement utilisé. On rentre un centre et après, je sais plus si on trace la taille entre deux sommets d'arêtes ou entre la distance entre les deux arêtes qui sont parallèles. C'est les deux qui sont différents. Donc là, c'est entre les deux arêtes qui sont parallèles, alors que l'autre, non, c'est pas celui-là. Je vais y arriver. Polygone, le polygone inscrit. Alors que voilà, je vous trace la différence ici. Là, c'est la différence, donc 30 mm entre le centre et la perpendiculaire avec une des arêtes, alors que là, c'est avec un des sommets, qui fait la différence de taille du volume si on les superpose. En dessous, la partie polygone, vous avez la partie ellipse, donc on part du principe d'un cercle. On trace le point. C'est un mitigé entre le cercle et le rectangle. On trace le point, je veux un trou oblong qui fasse par exemple 80 mm de long. Je clique une première fois parce que je veux à l'horizontale, je reste à 0 degré. Hop, et là, je l'étire sur la largeur, je veux qu'il fasse par exemple 20 mm de long. Voilà. La partie suivante, on en était où? Ellipse, la rainure. Alors ça, je m'en sers pas énormément. Par exemple, vous avez un rectangle comme ça, hop, et vous voulez tout simplement une rainure. Centre à centre, bon, voilà, c'est pareil, on a encore plusieurs fonctions de rainure. Moi, une rainure, c'est vrai que la plupart du temps, je trace deux cercles et je les relie par des droites. Par exemple, d'ici à ici, et je veux qu'elle fasse 10 mm de large. Tout simplement, c'est une option qui permet de tracer rapidement une rainure de forme oblongue entre deux cercles avec deux parallèles qui rejoignent les tangentes des cercles. On peut le faire de toute autre façon. Il faut bien comprendre qu'en dessin, on a des dizaines, des centaines, voire plus de possibilités d'arriver à un même résultat parce qu'on ne réfléchit pas tous de la même manière pour dessiner et que l'outil permet de faire plein de fonctions différentes pour arriver toujours au même résultat. Qui sont des fois qui ont des avantages et des fois qui n'en ont pas. Je vous les présente pas tous, c'est parce que vous allez utiliser, je pense, le plus souvent. L'outil spline que j'ai déjà présenté, surtout pour reprendre la forme d'une image, d'un scan par exemple, qui va vous permettre de tracer une courbe qui va s'auto-ajuster. Hop là, j'ai lâché la souris, pardon, hop, je le reprends. Qui va s'auto-ajuster en fonction des points qu'on fait et surtout qui permet de repartir dans les sens qu'on veut pour faire un peu ce qu'on a envie. Hein.
Ça peut aider à fermer des surfaces, des arrondis, des choses. C'est un outil qui dépanne, qui n'est pas précis quand on n'a pas de support visuel derrière pour suivre une courbe. Là, il va la suivre très très bien en fonction d'où on clique. Quand on est dans le vide, c'est un peu plus compliqué. Des fois, il faut se reprendre plusieurs fois. La courbe conique, je vais pas en parler. Le point, le texte, la zone de texte, tout simplement. Hein. On crée une zone de texte, on écrit. Vous avez différentes options comme la police, le passé en gras, en italique, la hauteur, l'espacement entre les lettres. Voilà, un peu comme un traitement de texte basique. La partie symétrie miroir, ça c'est une chose qui est importante. Par exemple, on va tracer, imaginons qu'on a une pièce qui fait une symétrie en partie verticale. Je trace un truc au pif. Hein. Hop. Imaginons que ça, par exemple, ce sont les filets d'une vis et que je veux faire, enfin pas d'une vis parce que du coup on fait une symétrie, mais un vase par exemple ou autre qui a cette forme-là mais de partie circulaire. Donc cette symétrie miroir, on dessine qu'un côté. S'il y a une partie qui fait la symétrie, on sélectionne le tout du contour que l'on veut faire, on clique sur la symétrie. Ici nous ouvre une petite fenêtre, donc les objets à sélectionner, je les ai déjà sélectionnés. L'axe de symétrie, après on clique ici, par exemple mon axe de symétrie est celui-ci, il va tout simplement me recopier, hop, la symétrie de l'autre côté. Ça peut être un très gros gain de temps en termes de dessin. Donc là, je vous ai fait un truc totalement aléatoire, hein, mais la symétrie peut avoir des formes géométriques basiques, hein, des ronds, des rectangles, etc. J'en étais où? Le réseau circulaire, par exemple, on a hop, un cercle de diamètre 100. Disons qu'on a hop, à 80 mm. Diamètre 140, pardon. C'est plus logique. Un trait de construction, donc par exemple à 40 mm, j'ai un petit cercle de diamètre 8, par exemple, hein, je le fais au pif. Alors là, vous voyez que je suis resté en trait de construction, donc je vais le resélectionner et je vais désélectionner mon trait de construction pour qu'il soit bien en plein. Donc, par exemple, ce trait-là, imaginons, c'est une entretoise, il doit y avoir une dizaine de trous tout autour, donc je ne vais pas tous les tracer avec des angles et autres. On va tout simplement utiliser l'outil réseau circulaire. L'objet, je veux que ce soit le cercle qui est ici. Alors, je désélectionne tout. L'objet, je veux que ce soit le cercle. Le point de centre, il est le centre de ce cercle-là. Et je veux une répétition, j'en veux 10. Il me calcule tout simplement l'angle divisé par 10 pour faire tout le tour, pour tous me les placer. J'ai tout simplement, là c'est pareil, le marquage, on peut faire, si j'en veux 10 sur par exemple 120 degrés, ben, il va m'en placer 10 sur 120 degrés. Bon, la plupart du temps, on a quand même un 360 à faire, donc de base, il est sur une répartition complète. J'ai mis 10, pareil, hein, c'est juste pour vous montrer. Ici, on n'a plus qu'à cliquer sur OK. Et vos cercles, ils sont placés automatiquement par le logiciel. On a la même chose. Donc là, on était autour d'un axe et on a la même chose sur un réseau rectangulaire. Comment vous montrer ça? Par exemple, imaginons que, hop, je suis encore en trait de construction. Un double clic pour sélectionner le pourtour total de ma pièce. Je repasse en traits normaux. Là, par exemple, hop, je vais faire. Et hop. Donc, imaginons que je veux faire, donc je vous montre, ce sera plus rapide, le réseau rectangulaire, l'objet, donc toujours mon cercle que je veux déplacer, et je veux le répéter plusieurs fois à une distance donnée. Donc la direction, je la sélectionne. La direction, par exemple, je vais prendre vers le bas, donc je vais prendre cet axe-là. Ici, je peux étirer sur 160 mm, par exemple. J'en veux 3.
Donc ça, c'est des calculs à vous à faire en fonction de ce que vous avez besoin, hein. La distance, ça reste de la cotation. Et par exemple, j'en voulais 6, et là, il me trace mes 6 points sur une direction donnée. Et par exemple, j'en veux 4 dans ce sens-là. Hop. Donc on peut sélectionner une seule direction, si par exemple je voulais que 6 verticales ou 4 verticales ou autant que vous voulez, ou une double direction pour faire un maillage des trous. Donc vous avez la répartition étendue, donc là c'est ce qu'on vient de faire, la quantité que vous voulez, donc là dans la direction sélectionnée, j'en ai 6 vers le bas et 4 dans un sens. Vous voyez les deux qui sont ici. La distance totale d'une et de l'autre, c'est 160 et 110, donc 160 pour les 6, 110 pour les 4, et sur une direction. Après vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Et là je viens de voir que j'avais sélectionné le point au lieu du trait. Donc là, je dois pouvoir rattraper mon erreur ici. Et ben non. Et ben je la recommence. On fait une petite flèche retour. Je resélectionne l'outil réseau rectangulaire. L'objet, c'est mon cercle. On avait dit moins 160 mm et j'en veux 6. Et là, c'était 4 sur 110 mm. Hop. OK. J'avais sélectionné le centre de mon cercle. Donc voilà, pour vous montrer que, bon, alors là, je ne suis pas centré. Vous voyez que ma cote ici n'est pas la même que ma cote ici, tout simplement parce que j'ai sorti des valeurs totalement au hasard. Ça, c'est à vous de les calculer pour que ce soit cohérent en fonction de ce que vous voulez. Hop, je supprime. Après, le réseau rectangulaire, projet à inclure, ça, on va pas le regarder. Et la cote d'esquisse. Donc, par exemple, vous voulez, je sors un rectangle. Alors, il faut que j'enlève mon trait de construction qui m'embête depuis tout à l'heure. Hop, je sors un rectangle. Je le sors au pif. Mais je veux le côté où avoir une distance. C'est par exemple mon cercle de mon rectangle. Donc j'utilise la cote d'esquisse pour dire qu'entre là, hop, et là, je voulais par exemple 100 mm. Je clique sur Entrée et il va tout simplement me coter donc, les codes contraintes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a fini la partie créée. Après, dans la partie modifiée, il existe des choses plutôt sympathiques aussi, la création de congés. Alors, perso, les congés, je le fais beaucoup plus sur la partie 3D. Alors, le congé, vous cliquez dessus. On va sélectionner tout simplement soit directement un point, soit les deux arêtes qui vont définir le point pour que l'outil choisisse l'intersection entre les deux. Et après, je veux par exemple un congé de 5 mm. Je clique sur Entrée et si je zoome, mon congé, il est bien là. Vous pouvez le reprendre en cliquant un double clic dessus. Normalement, hop, je vous l'ai dit, je me suis trompé, je peux le remodifier. En dessous, vous avez l'outil chanfrein. On va prendre un chanfrein basique à distance égale. Donc je sélectionne celui-là. Je veux un chanfrein de 3 mm. Ça fait un peu petit, on ne le voit pas. Je vais mettre 10. Voilà. 10 mm de 10 par 10 parce que c'est le chanfrein mode de base. Vous en avez d'autres si vous voulez des chanfreins avec pas les mêmes cotes entre les deux. Je vous montre pas. La courbe de fusion, ça j'en l'utilise pas, je vais pas vous le montrer. Le décalage, alors je vais vous le montrer sur cette pièce, c'est pas forcément la plus logique. On va le faire sur le cercle. Mon cercle là, il faisait je sais plus combien de millimètres, je veux le même mais avec 10 mm de moins parce que je voulais me créer une bordure, un anneau. Je sélectionne tout simplement mon cercle, je l'étire dans ce sens-là, je voulais un cercle 10 mm plus petit, pardon, moins 10. Le trait rouge, c'est le décalage que l'on vient de créer. J'ai tout simplement à cliquer sur OK et il me retrace automatiquement. Donc là, sur un cercle, c'était simple, mais par exemple, pour le rectangle, s'il fallait que je fasse une bordure de la même forme que la bordure extérieure, il aurait fallu que je retrace par le centre un rectangle, s'arrête en bon endroit, que je remette le congé, que je remette le chanfrein, alors que j'ai simplement à faire un double clic
pour sélectionner mon pourtour, mon décalage, et tout simplement, il me retrace, on va dire, une parallèle X millimètres plus petit, donc là par exemple 6 mm, je clique sur Entrée, et j'ai créé tout simplement ma bordure. L'outil d'après, ajuster. Alors là, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer en ajusté? On va avoir un trait qui passe ici, j'en sais rien, hop. Parce que, par exemple, à un moment donné, j'avais un trait qui devait passer comme ça pour couper la partie extérieure, parce que ma pièce, par exemple, elle se finit ici. Imaginons, la partie ajustée va vous permettre de couper entre deux portions d'intersection. Donc là, par exemple, je peux couper la partie ici. Il me fallait un trait ici, bah, je peux couper la partie qui est entre les deux ici, la partie extérieure et la partie ici. Imaginons que c'est celle que je n'avais pas besoin pour garder que les parties qui sont ici, ou si par exemple il fallait que je coupe, que je finisse ma pièce comme ça et que cette partie-là n'existe pas, et ben je peux couper tout simplement toutes les parties qui sont à l'extérieur. C'est un exemple, c'est juste pour vous montrer la fonction. La partie prolongée, c'est pareil, je l'utilise pas non plus. La partie échelle, je me suis trompé. Alors, je vais tout supprimer tout ça. J'ai fait, par exemple, un dessin. Alors, la partie échelle, moi, clairement, je vous déconseille de beaucoup vous en servir, à part quand vous importez des choses pour les remettre à détail, mais quand on modélise souvent avec des jeux, quand on a des emboîtements de pièces ou autre. Si la pièce est toute seule, vous pouvez l'utiliser. S'il y a plusieurs pièces, le problème c'est que si vous avez mis un jeu, par exemple, de 5 dixièmes à cette échelle-là, que vous l'augmentez à 200%, bah, le jeu fera plus 5 dixièmes, mais il fera 1 mm, donc vous aurez beaucoup trop de jeux dans votre pièce, il vaut mieux remodéliser à une taille supérieure. Mais vous pouvez, par exemple, ce cerclage, il fallait qu'il fasse 200, je l'ai rentré à 100, je ne peux pas modifier la cote parce que le dessin est complexe. Là, je vous le montre que sur un cercle, mais imaginons que le dessin est complexe. Je clique sur la partie échelle. Qu'est-ce que je veux en échelle? Bah là, par exemple, je sélectionne mon dessin parce que j'ai un dessin qui est complexe. Le point, je prends l'origine du plateau. Et là, j'ai tout simplement le moyen de changer l'échelle. Donc là, j'ai un facteur de 5. Il fallait que je fasse une échelle double, donc je fais x2 et j'ai tout simplement à cliquer sur OK, et là mon cercle est 2 fois plus grand. Voilà, je vous le remontre ici. Alors bon, le cercle c'était pas le bon exemple parce que je pouvais en toute logique juste cliquer ici, faire 200, mais le but c'était de vous imaginer que vous êtes sur un dessin complexe, qu'il n'y a pas qu'une seule cote à modifier, donc la partie, pour vous montrer l'explication de la partie échelle. La partie déplacer, copier qui peut être plutôt pas mal. Déplacer, qu'est-ce que je vais déplacer? Je vais déplacer ce cercle-là. Et après, hop, tac, je veux le déplacer dans l'espace. Alors des fois, il ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Là, je pense que c'est parce qu'il est accroché au milieu. Si je fais un cercle, ici, voilà, là il est en noir, blanc, ça doit être cette façon-là. Les couleurs, je les connais pas tous. Voilà. Là, je pense que c'est parce que j'ai créé mon cercle sur le point d'accroche des abscisses et ordonnées. Donc, ça doit être une contrainte sur le cercle qui ne me permet pas de le déplacer. Alors, quand on est dans ce cas-là, le mieux pour le déplacer copier, on sélectionne notre pièce, on fait un CTRL-C, CTRL-V, il va nous recréer le cercle en superposé exactement au même endroit que là. On peut le déplacer où on a envie. Une fois que vous l'avez déplacé, vous faites OK, vous sélectionnez votre cercle d'avant s'il fallait vraiment le déplacer et vous le supprimez. Là, c'est de la petite bidouille, mais en tout cas, ça marche. La partie déplacée, donc, fonctionne exactement pareil que le CTRL-C, CTRL-V. Quand le cercle il est bleu, je clique sur ma pièce. Je peux rentrer des codes si je veux un déplacement tout simplement avec des valeurs physiques, ou le placer manuellement si, par exemple, je suis en train de dessiner un prénom lumineux et par exemple, j'ai rajouté une image à côté et que je veux déplacer mon image pour la placer au bon endroit.
Donc on a fini la partie coïncident, la partie tangente, bah, tout simplement, on a une droite ou un rectangle, en tout cas une partie linéaire, pour créer une tangente, un cercle. Je vais vous le montrer comme ça par exemple. Hop, et je voulais que le cercle il soit tangent. Je trace mon cercle parce que je voulais par exemple un cercle qui fasse 5 mm par exemple de diamètre et qui soit tangent à ce bord-là et à ce bord-là pour créer un congé à cet endroit-là parce que je peux par exemple pas le faire avec l'outil congé. Donc je vais utiliser l'outil tangent pour que le cercle, je le sélectionne, je sélectionne ma droite et hop, il vient les coller. Je fais pareil de l'autre côté, je sélectionne mon cercle, je sélectionne ma droite et hop, il vient me les coller. Et là par exemple, avec l'outil ajuster, je viens découper les parties que j'ai en trop, hop, et j'ai créé mon petit congé volontairement. La partie égale, parallèle, bon après c'est pareil, un parallèle, je veux que cette droite-là soit parallèle avec celle-là, bon il peut pas parce qu'elles sont trop loin, imaginons que, hop, voilà, j'ai créé deux droites qui sont pas vraiment parallèles, il me les remet. On a une contrainte de parallélisme, on voit le petit logo qui s'est rajouté dessus. Pareil pour la perpendiculaire, la partie bloquée libérée. Bon, pour ce genre de dessin, je vais pas vous en parler. Ça permet de bloquer des modifications sur toute ou partie du dessin. Quand on importe par exemple du SVG, de base, ils sont dessinés en vert. Par exemple, hop, je vous le montre. Voilà, le trait vert n'est tout simplement pas utilisable en tant que tel. Si on veut redessiner, remodifier, vous sélectionnez le tout, vous cliquez dessus, ça les libère pour les passer en bleu, et là on peut faire des modifications beaucoup plus facilement. Après c'est pareil, la partie milieu, le concentrique, hop, j'avais un cercle qui était ici, et ben ils sont pas concentriques, je vais les rajouter une cotation, une imposition géométrique, pardon, de concentricité entre deux cercles, ce qui veut dire qu'ils ont le même centre. J'utilise l'outil concentrique et je sélectionne les deux cercles. Par contre, je ne sais jamais lequel prend la priorité sur l'autre parce qu'il y en a forcément un des deux qui va se déplacer, ça je ne le sais plus. Je l'ai plus en tête parce que c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours, parce que quand je vois un cercle concentrique, bah, je retrace un autre cercle à partir de l'autre. La symétrie, bah, j'utilise jamais, moi j'utilise toujours celui-là. Et dans la partie esquisse, voilà à peu près tout. Imaginons qu'on avait un cube de 100 par 50, allez hop, tac, voilà. Il fallait que je crée une plaque qui fasse 100 par 50 sur par exemple 20 mm d'épaisseur. Donc une fois qu'on a défini une des surfaces de notre cube, on fait ici terminer l'esquisse, on clique sur la petite maison, moi j'aime bien pour repasser en vue 3D, on sélectionne notre surface, ici on est repassé dans l'affichage 3D. Alors on est d'accord que le 2D s'affiche, c'est simplement un trait, mais pour le passer en 3D, maintenant on va passer en mode volumique ou dans tous les cas en mode 3D pour vous présenter toutes ces parties-là, enfin en tout cas les plus utiles. La partie extrusion qui va nous permettre, donc par exemple on avait un 100 par 50, je vous ai dit, sur 20 mm, donc j'ai sélectionné ma surface, je clique sur extrusion, je le veux de 20 mm, et à partir de maintenant, je fais OK, et là on a tout simplement un volume qui s'est créé. Si je veux refaire une extrusion, je peux modifier ici dans la partie timeline mon extrusion. Ici vous avez la timeline qui s'incrémente en fonction des créations en 3D que vous faites. Donc là je peux faire modifier la fonction. J'avais 20 mm, ou je me suis trompé, il fait les 25, et ben je rentre 25. Vous pouvez, à partir de là, donc je vous montrais tout à l'heure la création d'esquisses, si vous aviez des trous à faire, par exemple sur celle-là, et que vous avez oublié de les créer, ou sur un autre plan que le plan de dessin, parce que vous vous êtes trompé de plan de dessin, ou que ce n'était pas possible de le faire sur le même plan, bah, sélectionnez la surface ici, refaire une création d'esquisse. Par exemple, c'était un cercle,
Allez hop, un cercle ici, hop. Je fais terminer l'esquisse parce que ce cercle, on veut faire une extrusion négative à l'intérieur pour faire un alésage. Donc je fais extrusion. Par défaut, il me crée de la matière positive. Donc là, par exemple, je veux moins 100 mm. Et il m'a créé mon trou. Je clique sur la partie orbite ici, c'est tout simplement pour vous montrer l'autre côté. Donc là, on peut autant, quand on est en mode 3D, on peut autant créer qu'enlever de la matière en fonction des outils qu'on utilise. Donc je vous ai monté l'outil extrusion, l'outil révolution. C'est une sorte de symétrie. Alors comment vous le montrer? Je vais masquer mes corps. Je me recrée une esquisse. Hop. Il me faut créer, j'en sais rien. Je vous fais une forme au pif. Hein. Totalement aléatoire. Je fais terminer mon esquisse. Je voulais faire un anneau, par exemple, qui tourne autour d'un axe de cette forme-là. J'utilise l'outil révolution. Le contour, je veux que ce soit lui. Mon axe autour de l'axe vert, et il va tout simplement me demander, je sais pas, je veux sur 360 degrés. Ah non, moi je le voulais sur 60 degrés. Et je fais OK. Alors mes corps sont masqués. Hop. Voilà ce qu'on a créé, c'est cette partie-là. Ça aurait pu être 360 degrés si c'était un anneau total de cette forme-là. On a tout simplement une section, on a dessiné une section du volume qui est répétée sur 360 degrés et on vient tout simplement extruder la matière en rotation autour d'un axe. Ici, donc pour vous présenter, maintenant qu'on a des corps qui se sont créés, donc j'avais les origines machines, les différents plans XY, YZ et XZ, qui sont les trois plans réalisant le 3D. La partie corps, donc qui sont les différents corps, donc ici le premier, quand je passe ma souris dessus, qui apparaît en bleu, on voit corps 1, donc le corps 1 c'est celui-là. Vous pouvez les renommer quand vous avez plusieurs corps pour savoir où c'est que vous en êtes. Le corps 2 qui est ici. Et les différentes esquisses qui, par défaut, dès qu'on crée une extrusion, se remasquent. Ici, vous voyez les petites icônes, le petit œil qui est barré. Si je le raffiche, on voit mon premier dessin d'esquisse qui est ici. Le deuxième, qui est mon petit cercle ici, bah là, actuellement, je ne le vois pas parce que c'est mon esquisse numéro 2. On voit quand je passe sur mon esquisse numéro 2 la surface qui passe en surbrillance. Je peux tout simplement la rafficher. Et là, j'avais tout simplement dessiné un seul cercle, donc je peux le rafficher. C'est des choses qui peuvent vous gêner à l'affichage, mais à l'inverse, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez avoir besoin d'agir. Donc il faut savoir les afficher et les remasquer en fonction de vos besoins. Et pareil pour les corps, lui, je ne le veux plus le voir pour créer une esquisse. Je peux le remasquer. Comment vous expliquer ça? Il peut arriver de faire une extrusion à travers une pièce sans vouloir accrocher la pièce. Par exemple, j'avais un dessin dessous, il faut extruder et on le masque à ce moment-là pour pas qu'il y ait d'accroche entre les deux. Je vais redessiner sur cette surface-là pour vous montrer l'accroche. Par exemple, un cercle, hop. Taille aléatoire, forme aléatoire, on s'en fout. Si par exemple je veux créer une extrusion de ce cercle-là vers le haut de 10 mm parce que ma pièce doit être comme ça, chose importante dans l'onglet extrusion qui s'affiche ici. Par défaut, comme ça, vous couvrez 90% de tout ce que vous avez à faire. La distance, c'est le même que l'onglet qui est ici. Et l'opération, c'est joindre. Ce qui veut dire, c'est que ce cylindre-là va être accroché mécaniquement. Ça va être le même volume que celui du dessous. Si je fais OK, ceci n'est qu'un seul corps. Si je le masque, tout disparaît. Par contre, donc je vais retourner ici dans ma fonction d'extrusion de cette partie-là. On a plusieurs possibilités. Par exemple, la possibilité nouveau corps. Je vais vous montrer le nouveau corps.
ici, le cylindre n'est pas rattaché au parallélépipède qui est en dessous. Si je masque mon parallélépipède, mon cylindre est encore apparent. J'ai pas de cas là comme ça présent vous montrer l'utilité de ça, mais clairement quand vous dessinerez, vous vous rendrez compte que il faut faire attention à la partie joindre en fonction de ce qu'on veut faire. Et inversement, donc ça se fait en automatique, mais si ça c'était vers le bas, par défaut, alors là c'est une modification, donc il m'a détecté le joindre, mais si vous le faites par défaut une extrusion négative, il va se mettre en coupé, ça va être en surbrillance rouge, pour tout simplement nous montrer qu'on fait du négatif. Donc là, on a un parallélépipède qui fait 25 de haut, j'ai fait 20 négatif, donc forcément, on n'a pas encore traversé la pièce. Alors, on va reprendre, la révolution c'est fait, le balayage, je vous en parle pas, le lissage entre deux surfaces, alors mes corps, je les masque, je vais par exemple me créer une esquisse ici, je veux me créer un cône, par exemple, avec une base 100 mm. Je fais terminer l'esquisse. Alors là, par contre, je suis pas du tout sur le bon plan. Si, ok. Ou je me suis trompé d'affichage, je sais pas. 100 mm avec 40 mm plus haut, un diamètre différent. Pour ce faire, il me faut reconstruire un autre plan pour dessiner, parce que ici, je ne peux pas dessiner 40 mm plus haut. Donc je sélectionne ma surface de référence que je veux mettre en parallèle de ma seconde surface de dessin. Vous pouvez ici, dans l'onglet construire, il y en a beaucoup, moi j'en utilise pas beaucoup parce que c'est quelque chose que j'utilise pas énormément, mais par exemple utiliser le plan de décalage. Je veux recréer un plan de dessin, donc j'ai dit à 40 mm. Pourquoi j'ai dit 40 mm? Donc là je recrée un plan sur lequel je vais pouvoir créer une esquisse pour dessiner la partie supérieure de mon cône. Donc je sélectionne ce plan, je fais créer une esquisse, et ici je me raccroche au milieu, on avait dit, je sais pas, un 35 mm, un cône. La base, je fais terminer. Donc là, vous pouvez tout simplement voir que j'ai tracé ma surface inférieure, ma surface supérieure, parce que je voulais un cône qui se fasse entre ces deux. Donc pour utiliser la partie lissage que moi j'en raccourcis, tac tac tac, elle est là. Je fais lissage. Il va me demander tout simplement mes deux pièces. Donc je sélectionne ma première surface, ma deuxième surface. N'est pas visible parce que mes corps sont masqués. Et donc il va me fermer la surface qui est entre ces deux surfaces pour me créer un solide. Donc ici en nouveau corps. Bon après il y a plusieurs options parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas énormément, mais c'est pour vous la montrer. C'est pratique dans pas mal de cas. Après la fonction lissage, qu'est-ce qui peut vous servir? La partie perçage. La partie perçage est très pratique. Dans pas mal de cas, on va reprendre ce volume-là par exemple. Je veux un perçage, donc là je sélectionne en cliquant sur la souris où je veux mon perçage. Hop. Là s'ouvre, se développe la fenêtre, le type de perçage que je veux, si je veux un perçage simple, si je veux un lamage, si je veux un perçage avec une empreinte fraisée au début, donc là c'est avec une empreinte lamée, ou là c'est juste un foret. Ce sont des opérations d'usinage, hein, tout simplement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne vous parle pas forcément. Et dedans, comment je veux que ce soit, si je veux que ce soit simple, si je veux qu'il y ait un dégagement, tout simplement, un dégagement, il faut que je le retèche, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, ou du taraudage. L'extrémité, si je veux un fond plat, ou un fond avec l'angle du foret, s'il n'est pas débouchant. On descend un petit peu, vous avez la profondeur du perçage, l'angle de la partie ici, donc hop, j'en veux pas, par exemple, je veux un fond plat, et le diamètre. Par exemple, je voulais un 4 mm de diamètre, totalement arbitraire. Je rezoome dessus, il se met ici.
Par contre, le perçage, il se place en cliquant dessus et en le déplaçant. Alors, on est clairement sur quelque chose qui n'est pas précis, mais permet, par exemple, je vous l'ai montré dans les tutos sur les boîtes lumineuses, vous permettant de faire des passes câbles, par exemple, aux endroits que vous jugez les plus simples sur des surfaces qui sont complexes. Là, ce perçage-là, j'aurais eu à le faire sur une position physique définie sur cette surface. J'aurais tout simplement créé une esquisse et j'aurais dessiné mon cercle à l'endroit et aux cotes voulues. Là, je vous le montre sur une surface, c'était pas forcément la plus logique. Par exemple, j'aurais dû vous le montrer sur cette surface-là. Oui, il faut que je fasse annuler. Si par exemple, je voulais mon perçage à cet endroit-là, beaucoup plus difficile de créer une esquisse sur une surface qui n'est pas plane. Voilà. Si par exemple, je voulais qu'il soit débouchant, hop. Ah oui, un truc bête, quand on est en 3D, dès qu'on sélectionne l'icône orbite, je peux plus cliquer sur ma fenêtre parce que l'icône orbite reste activée. Moi, ce que je fais, je clique tout simplement sur le zoom, je clique une fois sur mon esquisse. Non, sur la main, pardon. La main, je clique une fois dans le vide et ça me désélectionne la main automatiquement et là, je peux revenir ici. Par exemple, je voulais qu'il fasse ma souris d'icône 50 mm. 50, c'était pas assez. Mettre un 70. Voilà. Pour qu'il soit traversant. Attention, s'il y a un volume ici qui est autre que celui-là, ça va le traverser aussi. Si vous voulez que le volume qui est ici ne soit pas traversé, il va falloir aller le masquer ici, par exemple, bon, pas le corps 2. Le corps 1 se situait juste à cet endroit-là, il ne faut pas qu'il soit percé. Je le masque, je fais mon perçage et je le réaffiche. Donc ça commence à faire un beau petit gruyère. À cet endroit-là, du coup, on en était là. D'en créer, qu'est-ce qui peut être utile? Torse, pire, tuyau, réseau. Ouais, ça c'est dans les cas de tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de plus utile en tout cas je trouve, donc je vais pas vous les présenter. Dans la partie modifier, ce que je vais vous présenter, donc là on va rester sur les formes les plus basiques sur ce tuto. Cette pièce-là est à imprimer par exemple en contact avec le plateau, à vous de réfléchir dans quel sens c'est le plus préférable, en tout cas pour faire la partie qui arrive. Cette surface-là va par exemple être en contact avec le plateau, je vais l'imprimer dans ce sens-là pour compenser l'effet patte d'éléphant. Je lui rajoute un petit chanfrein par exemple de 0.3, 0.4 mm, à vous de faire quelques essais. Moi je mets tout le temps 0.4, ça va très bien, des fois ça laisse une petite partie négative, mais dans tous les cas, il vaut mieux ça que une grosse patte d'éléphant que vous devrez passer au cutter ou penser pour la faire disparaître. Ça, c'est l'opération à faire en dernier avant d'enregistrer et d'exporter votre STL ou votre 3MF. Donc dans la partie modification, on a appuyé et tiré, bah, tout simplement, c'est pareil que l'extrusion. J'ai jamais trop compris la différence entre l'extrusion ici, appuyer et tirer. Donc moi, je n'utilise pas. La partie congé, bah, cette arête-là, je veux qu'elle ait un congé de 3 mm ou de 10. Je clique sur OK. Et là, j'ai un congé de 10. Alors là, j'avais un cercle, un alésage qui est en dessous. Donc là, on peut voir que ça a mangé une partie de mon alésage. Donc ça, c'est à vous de réfléchir. Là, je vous montre en temps réel sur des exemples totalement aléatoires. Donc ça peut faire des trucs un peu bizarres par moment. Là, il n'y a rien de bizarre, mais si le but c'était d'avoir un cercle qui était sur la surface, bah, c'est totalement raté parce que là, on en a une partie qui est dans le congé. Pareil pour le chanfrein, donc le chanfrein, je vous l'ai déjà montré, on sélectionne une arête, un chanfrein de 2 mm, hop, par exemple, je clique sur OK, ça m'a créé le chanfrein. La partie coque, alors la partie coque peut être intéressante. Par exemple, ce cône-là devait pas être plein,
Mais par exemple, c'est une coupelle qui fait par exemple 3 mm d'épaisseur et ici ça doit être percé en bas aussi. J'aurais pu le faire en dessinant mes anneaux de chaque côté, mais je peux aussi le faire avec la partie coque. Donc je sélectionne mon outil coque. Il me faut sélectionner mes deux faces dans laquelle entre les deux je veux créer une coque. Donc celle-là, j'appuie sur CTRL, et celle-là, une coque, j'ai dit de 3 mm, et je clique sur OK, et là tout de suite, on a la coque qui s'est créée. Donc ça, c'est ce que j'utilise beaucoup pour créer les prénoms lumineux. Quand on fait une partie pleine, après on peut faire une coque. Ça a plusieurs utilités. Échelle combinée. La partie combinée. Par exemple, j'ai dessiné ici une esquisse. Bon, ça commence à être un peu le bordel. J'aurais dû effacer des trucs. Hop. Hop là, j'ai un dessin comme ça. Terminer l'esquisse. Lui, je fais une extrusion de 20 mm et c'était un nouveau corps, par exemple. Hop, ces deux pièces-là sont deux pièces différentes. Je me suis trompé à un moment donné où j'avais besoin de dessiner comme ça et maintenant je veux les rassembler. Donc je clique, donc, alors attendez, mon corps 1, mon corps 2, je le masque, mon corps 4, je le masque, mon corps 5. Voilà, ici j'ai mon corps 1 et mon corps 5 qui sont deux pièces différentes. Je veux les rassembler, je clique sur combiner. Je veux corps cible, je veux que ce soit lui le corps cible. Je veux lui rajouter lui. Opération joindre. Je fais OK, hop, et mon corps cible, corps 1, le cylindre, en fait partie grâce à cette fonction-là. Décaler, scinder le corps, déplacer, aligner, supprimer. Alors là, après, clairement, on rentre dans des détails que vous n'avez, je pense, pas trop besoin. Donc je vous ai montré ici le plan de décalage. Il existe pas mal de plans ou d'axes permettant, clairement je les connais pas tous, alors je vais pas vous les présenter. Moi j'utilise beaucoup le plan de décalage, les autres beaucoup moins, en tout cas pour les pièces que j'ai à faire. Alors je vais pas vous parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. La partie inspecter, mesurer, qui peut être pratique si par exemple vous voulez vérifier entre cette arête là et cette arête là quelle distance vous avez. Donc là j'ai 22,6 mm. Alors, faut zoomer un peu, ça se voyait pas très bien parce que c'était dans le français. 22,6 qui est répété ici. Fermé. L'analyse de section, c'est une chose qui est très pratique pour aller, par exemple, il faut que je me recrée un trou à un moment donné. On va créer une coupe en tant que dessin, pas une coupe réelle de notre pièce. Hein. Une coupe, c'est, on imagine qu'on a couper cette pièce à un endroit donné pour voir l'intérieur au niveau de la coupe, comme si vous aviez un steak et vous vouliez voir, paf, on met un coup de couteau pour voir, sauf qu'en réel, la pièce n'est pas coupée, c'est juste de la visualisation. Donc, vous avez l'outil analyse de section qui est ici, qui se retrouve ici. Donc moi, c'est les deux seuls que j'utilise dans toute cette partie-là, c'est la partie mesurée et la partie analyse de section. Donc on clique sur analyse de section, un plan de coupe, il nous faut une surface, alors disons que c'est cette surface-là, et après on va tout simplement décaler ou rentrer la cote que l'on veut pour voir ce qui se passe à l'intérieur de notre pièce et éventuellement aller chercher une surface, donc par exemple c'est celle-là, je fais OK. Ici ça nous a rajouté une partie analyse avec ma section 1 que je peux masquer. C'est simplement de l'affichage, on n'a pas modifié le 3D de la pièce. Ça va permettre, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais par exemple aller resélectionner une surface ou à retravailler à l'intérieur d'une pièce, chose qu'on ne verrait pas peut-être à cause du 3D de la pièce, ou que ça nous gênerait pour aller chercher parce que c'est des petits endroits ou c'est des endroits qui sont pas accessibles. Voilà, ça peut avoir de l'utilité. J'en ai fini avec les principales fonctions. Après, vous pouvez importer une image ou un SVG ici. Il y a d'autres choses, hein, mais c'est deux qui peuvent pas mal servir. Une image, si par exemple vous avez fait un scan d'une pièce
pour retracer son contour, pour essayer de la reproduire. Et le SVG, tout simplement, si vous avez créé un SVG sous un autre logiciel, pour l'importer dans Fusion. J'espère que j'ai été assez clair. Je me suis lancé là-dedans. C'était peut-être pas une très bonne idée. En tout cas, j'attends vos retours. Je voulais vous présenter les fonctionnalités de base parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé un paquet de fois. Et donc que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop fouillis parce qu'il y a énormément de choses à présenter. Voilà, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans les descriptifs de la vidéo. Merci à vous. Bonne journée. Bisous bisous.